Odile, Emmanuel, Odile, probablement, vous voulez réagir sur la connaissance de soi, ce qui est caché, ce que vous avez probablement découvert sur vous au fil de ces années. Ouais, alors, déjà, c'était vraiment super tout ce que vous avez dit tous les deux. Et effectivement, la connaissance de soi, comme ça a été dit toute la journée, mais c'est clairement un des leviers, si émancipation il y a, en tout cas contre l'autostigmatisation. Et puis, moi, c'est passé par un journal intime. À un moment, j'ai eu besoin d'écrire énormément pour essayer de débrouiller un petit peu tous les souvenirs que j'avais pu avoir, tout mon vécu. Parce que c'est vrai que le fait que... ça dépend aussi de l'entourage familial et tout ça. Il se trouve que... à partir du moment où j'ai été hospitalisée et qu'on m'a dit c'est des neuroleptiques et c'est du délire et tout ça, c'est très compliqué même pour moi de me dire que certaines choses, j'avais vraiment pu les vivre et j'avais le droit légitimement de penser que c'était pas normal que j'ai vécu ces choses-là. Donc du coup, c'est passé vraiment par un récit autobiographique et je me disais, je m'en fous si c'est vrai ou pas en fait. C'est juste moi qui écris et puis tant que je donne du sens aux choses, c'est ce qui m'importe le plus en fait. Et après, en fait, justement, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans la philosophie du rêve, le réseau sur l'entente de voix, c'est que je suis arrivée et là, en fait, les gens, ils parlaient librement et ils avaient le droit de dire mes voix, c'est une expérience spirituelle et puis voilà, ils pouvaient vivre avec ça et c'était leur explication et vraiment une des règles de ce réseau, c'est vraiment le non-jugement. On ne donne pas de conseils aux gens s'ils ne le demandent pas et en fait, c'est vraiment du partage d'expérience. Et en fait, ce qui m'a aussi pas mal intriguée dans vos deux témoignages, c'est qu'il y avait certainement cette part de connaissance de soi-même qui était très importante, mais aussi que l'émancipation, quelque part, elle passait par le regard de l'autre. Quand Mohamed, tu dis, en fait, c'est des témoignages des gens qui te connaissaient plus intimement, et qui disaient, mais t'es créatif, t'es riche. Je me suis demandé aussi si peut-être que l'émancipation, c'était pas justement un truc de riche, et que c'était pas un truc aussi qui était plus facile quand on avait une éducation, quand on aimait se documenter. Je parle pas forcément d'éducation scolaire et universitaire, mais en tout cas au moins le goût pour la recherche et le fait du coup que ça permet d'avoir plus de distance critique par rapport aux jugements qui nous sont soi-disant imposés par l'extérieur, mais après chacun est libre d'accepter ou de refuser un regard dévalorisant, donc il faut aussi prendre aussi sa responsabilité par rapport à ça. Et c'est pareil, Emmanuel qui parlait en fait de sa formation qui est quand même très... on a le droit de se la péter quand on a fait une école de commerce et en fait que tu voyais le décalage entre tes anciens amis, leur réussite sociale et puis toi qui avais l'impression que c'était pas, en fait, que ton destin c'était peut-être pas logique, par rapport à ton parcours universitaire. C'est comme ça que je l'ai interprété. Et juste, en fait, c'est juste pour dire que j'ai ressenti la même chose. Mais ce qui était extrêmement bizarre, c'est que moi, j'avais l'impression que les gens autour de moi qui avaient le même parcours universitaire et tout ça, ils réussissaient beaucoup mieux que moi. Et que moi, je passais mon temps dans mon lit à déprimer. Et en fait, les gens qui ne savaient pas que j'avais un parcours psychiatrique et tout ça disaient « Waouh, mais je suis hyper admiratif, t'arrives à faire tes études, plus travailler en même temps, plus faire ceci, cela... et tout, et moi je m'en rendais même pas compte en fait, parce que il y a des moments de ma vie où j'écrivais des dissertations et je faisais tout un tas de trucs, et c'est comme si je l'oubliais instantanément, et tout ce que je retenais c'était le fait que j'étais déprimée dans mon lit, et je pense que le fait de vivre aussi des dépressions, ça aggrave l'autostigmatisation, parce qu'on a plus tendance à se culpabiliser aussi. Voilà. Emmanuel ? Ouais. Je voudrais juste intervenir sur deux, trois petites choses. Alors la première qui est tout à fait amusante, c'est que, vous savez, tout à l'heure, j'avais 3 choses à dire et j'ai oublié la deuxième. Et en fait, la deuxième, c'était que j'avais été tout à fait... j'avais aimé ce qui avait été dit précédemment par Sophie et par Sabrina, notamment, et notamment sur la partie artistique,
ça c'est Sophie qui l'avait plus mise en valeur. Parce que je considère, et je le considère également dans le cadre de l'assaut, mais d'un point de vue personnel vraiment, que l'art est un média, mais pas qu'un média, mais enfin une chose formidable en tout cas, et que ça sert notamment à abolir quelques frontières. Voilà. Alors quand je dis ça sert, c'est pas d'un point de vue utile, et puis on récupère plein de copecs. Hein. Non, non, c'est cette formidable, je sais pas comment le dire. Création, c'était de créer. Ouais, mais surtout ça a cette possibilité, ça donne cela. Ça permet d'abolir les frontières, notamment entre personnes qui souffrent et celles qui souffrent moins, en tout cas d'un trouble psy. Le deuxième point, après tu veux rebondir sur ce que je dis peut-être? Oui, Yves parlait de la spirale infernale, mais il y a aussi une belle spirale, c'est la spirale de vie. Comment? Spirale virtueuse. Et le mouvement de la vie est un mouvement spirale. Quand une plante pousse, elle fait du mouvement de spirale. Et c'est sortir de cette spirale infernale pour retrouver cette spirale de vie. Vous voyez? C'est que être dans le mouvement, même si on n'est pas bien, même si on pique des crises, ben cette énergie, elle sert à construire. Il n'y a pas, oui, je me suis énervé, je suis nul. Non, vous n'êtes pas nul du tout. Il faut juste exprimer une émotion. Les extrêmes orientaux, ils sont très bien là-dessus. Une émotion n'est ni bonne ni mauvaise. Mais en France, c'est qu'on commence à crier, en Occident, tout de suite on vous classe, on a un regard un peu suspect. En Extrême-Orient, non, une émotion, c'est une émotion, ben c'est bien. Elle sert à mobiliser des forces. Et ni bonne ni mauvaise. Voilà. Et c'est comme ceci que j'ai retrouvé un peu cette spirale de vie, en exprimant ce que j'avais, parce qu'avant je me taisais beaucoup, et celui qui se tait se terre, et c'est un peu, et il en devient hanté. Voilà, c'est et voilà, c'est tu comprends ce que je veux dire? Moi, je me tais pas beaucoup. Comment? Je ne me tais pas beaucoup. Voilà, mais c'est bien, et c'est bien. Et je vous invite à moins l'enfermer. Vraiment. Non, mais c'est vrai. Et votre guérison, elle viendra, votre rétablissement viendra comme ça. Et c'est au rôle des soignants aussi de savoir entendre. De savoir entendre cette colère et non pas dire oh mais oui au réunion d'équipe oui je me suis senti agressé par ce monsieur et tout il n'est pas net, il faudrait le mettre en chambre d'isolement. Non, pas du tout. Voilà, et c'est mieux pour lui qu'il exprime, et si quelqu'un l'entend, ben c'est d'autant mieux que d'entendre et qu'il y a de l'empathie. Moi je crois aux vertus de l'empathie, notamment il y a un livre intéressant sur les neurosciences affectives. Ça serait bien de l'inviter, cette femme, c'est Catherine Guéguen, elle est très bien sur les neurosciences affectives, qui disait, oui, l'empathie, la bienveillance a un rôle bénéfique dans la construction du cerveau. Et même Boris Cyrulnik, que tu as cité, que j'aime beaucoup, il dit que le milieu structure le cerveau. Le milieu sculpte le cerveau. L'environnement dans lequel on baigne, s'il est bienveillant, s'il y a de l'écoute, ben ça fait du bien. Voilà. Et ça, c'est important. Je voulais juste dire un dernier point. Il nous reste du temps, donc non, mais, profitez-en. Okay. Contrairement au côté un peu école de commerce, alors ça m'a amusé, mais parce que, en fait, ce que j'ai compris, hein, c'est que le fait de pouvoir faire une école de commerce a impliqué une certaine des moyens familiaux derrière, non? Pas nécessairement, je ne pensais pas forcément à des moyens financiers. D'accord, donc c'est une vraie richesse, hein, c'est oui, d'accord. Okay, quand Mohamed parlait de richesse intérieure aussi, et j'ai dit justement que
c'était pas forcément le fait d'avoir fait des études universitaires, mais le fait d'être prompte à chercher, à faire de la recherche, à avoir une formation, qu'elle soit autodidacte ou qu'elle soit Alors là-dessus, j'avais justement 2 petits trucs, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont toutes les capacités intellectuelles, mais qui ne peuvent pas. Parce que quand tu as des crises de façon régulière, c'est compliqué. C'est compliqué tout simplement de faire des études. Je connais des personnes qui se sont arrêtées au bac alors qu'elles auraient pu aller bien plus loin, mais elles ne pouvaient pas faire autrement. Voilà, elles ont été obligées de s'arrêter. Et le deuxième point, c'est que au-delà de la recherche, je suis persuadé de l'authenticité de la personne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'es un peu trouvé, où tu es authentique dans ton expression, les autres te considèrent comme tu es et non pas comme tu devrais être. Je ressens ça beaucoup aujourd'hui, par exemple. Quand je me présente, je me sens beaucoup plus authentique qu'il y a quelques années et j'ai l'impression que les personnes qui sont en face de moi le ressentent fortement. Voilà. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi, par exemple, qui maintenant a cette authenticité également.